Élisabeth Báthory, la comtesse sanglante. On dit souvent que les tueurs en série les plus sanguinaires de l'histoire du crime sont issus de milieux modestes. On a tendance à oublier que la folie meurtrière peut également s'emparer des personnes les plus aisées. Certaines affaires sont pourtant si vieilles qu'il faut fouiller dans les archives de l'humanité pour pouvoir les dénicher. Des crimes effroyables, on en trouve partout dans la littérature fantastique et au cinéma. Et si on vous disait que tout ce qu'on vous raconte depuis toujours dans les histoires d'épouvante est vrai? Ou du moins en partie. Élisabeth Báthory, plus connue en Hongrie, son pays d'origine, sous le nom d'Erzsébet, aurait inspiré le célèbre vampire Dracula de Bram Stoker. Le mythe du vampire naît en effet dans la Hongrie du XVIIe siècle. Au début des années 1600, plus de 600 jeunes filles disparaissent en Hongrie et en Slovaquie. Toutes sont jeunes et surtout vierges. Lors de l'arrestation de la comtesse, les soldats découvrent une scène de crime absolument abominable. Dans les souterrains de la forteresse, des dizaines de victimes sont en train de se vider de leur sang. On découvrira plus tard plus de 50 autres cadavres enterrés dans le domaine d'Élisabeth Báthory, la plupart en état de décomposition avancée. Il est impossible à l'époque d'identifier les victimes. Mais en 1610, lors du procès de la comtesse, les témoignages à charge se succèdent. Ils sont des centaines à affirmer que leur fille, sœur ou cousine s'est rendue dans le château Seite pour ne jamais en ressortir. De nombreux mystères entourent cette affaire, comme des portes à jamais closes sur les ténèbres. Le nom de la comtesse sanglante suffit à inspirer la peur dans tous les foyers hongrois et slovaques de l'époque. L'histoire de la comtesse Báthory a traversé les âges, maintes fois racontée et maintes fois déformée. Voici une version des faits parmi tant d'autres des crimes de la vampire sanguinaire, la plus terrifiante de l'Europe de l'Est. Élisabeth Báthory naît le 7 août 1560 dans une famille noble. Ses parents, le comte György et la comtesse Báthory, sont des personnalités très influentes en Transylvanie. Son oncle, Étienne Báthory, est roi de Pologne. Autant dire que son avenir est assuré. Son éducation est stricte. La petite Élisabeth ne dispose que de peu de temps pour jouer. Le but de sa famille, c'est de lui donner la meilleure éducation possible pour qu'elle assume son futur rôle de comtesse. Dès l'âge de 5 ans, elle parle 4 langues, dont le latin et l'allemand. Quand elle n'est pas affairée à son travail scolaire, elle est en voyage chez les différents membres de sa famille, qui tous participent à son éducation à leur manière. Il semblerait que la fillette soit parfaitement entourée. Mais, chez les Báthory, nous sommes très loin de la famille modèle. Les cas d'inceste ne sont pas rares au sein de ce clan royal. Le père d'Élisabeth est en réalité le cousin de sa propre mère. Mais pour la jeune fille, il n'y a pas lieu d'être perturbé par ces mœurs d'un autre temps. Ce qu'une personne normale pourrait qualifier d'atrocité, Élisabeth le voit comme une banalité, comme la folie de ses oncles, le double homicide de sa tante, ou encore la cruauté d'un de ses cousins envers ses propres serviteurs. Elle découvre l'art de la torture sous un angle éducatif. Si un serviteur venait à commettre une faute, lui couper un doigt ou le suspendre par des crochets était chose permise, voire encouragée. À 11 ans, Élisabeth est retirée de chez ses parents pour être envoyée chez sa future belle-mère, qui n'est autre que sa grand-tante. Dans la pure tradition familiale, la fillette est promise à son cousin germain, Ferenc Nadasdy. Quand la jeune préadolescente arrive en Transylvanie, où elle reçoit son éducation sexuelle et maritale, Ferenc est âgé de 17 ans. Le mariage est prévu 4 ans plus tard, ce qui laisse assez de temps à sa belle-mère pour faire d'Élisabeth une parfaite épouse. Son futur mari ne se montre pas très tendre avec elle. Jeune adolescent, il a des pulsions sexuelles qu'il peine à maîtriser. Sans entrer dans des détails sordides, il faut simplement imaginer que la jeune Élisabeth connaît sa toute première relation intime avec un homme avant même sa puberté.
sa grand-mère favorise le développement d'une grande force de caractère chez la jeune femme. Elle lui apprend la cruauté, particulièrement à l'encontre des personnes faibles, comme les domestiques ou les paysans du royaume. Elle est forcée à fouetter ses domestiques, en particulier une servante à laquelle elle s'était attachée. Profondément blessée, meurtrie, psychologiquement anéantie, Élisabeth trouve refuge dans les bras de nombreux autres hommes. À 13 ans, elle fuit chez sa mère pour cacher une grossesse issue de son infidélité avec un paysan. Sa mère, Anna Báthory, l'emmène dans un château éloigné en Transylvanie afin de l'isoler pour se reposer. Pour sa famille et sa belle famille, Élisabeth est atteinte d'une maladie rare et très contagieuse. En secret, elle donne naissance à un enfant illégitime. On ne sait pas ce qu'il est advenu de ce dernier. On raconte que l'adolescente aurait accouché d'un cadavre. Dans une version plus lisse et moins sordide, c'est une dame de confiance du château qui aurait pris soin du nouveau-né. Élisabeth Báthory, miraculeusement guérie de sa maladie, retourne dans son château de Transylvanie pour épouser Ferenc Nadasdy. Elle a 15 ans, il en a 21. Les festivités durent 3 mois. Ferenc lui offre le château Secht, une demeure au sommet d'une colline qui a tout d'un décor de film d'horreur. Il s'y installe, malgré l'âpreté de son environnement. Le climat particulier de cette région n'ajoute aucun charme au décor. La forêt environnante, l'atmosphère constamment humide et froide nourrissent l'imaginaire des habitants de l'époque, qui se peuplent de fées, de dragons et d'esprits malins. L'apparence d'Élisabeth détonne. C'est une très belle jeune femme aux cheveux noirs. Cependant, elle ne s'accommode pas de sa couleur d'ébène. Elle les teint rapidement en blond, comme en témoignent les nombreux portraits qui couvrent les murs du château. C'est une femme obsédée par son image, sa beauté, sa jeunesse. Elle n'a que 25 ans et pourtant, elle s'inquiète déjà pour son apparence physique, appelée à se dégrader au fil des ans. Un matin, elle est prise d'une hystérie incontrôlable. Tous les domestiques se précipitent dans sa chambre, répondent à son cri d'horreur. Devant le miroir, scrutant son visage à la recherche de la moindre imperfection, elle y découvre sa première ride. L'une de ses domestiques lui affirme qu'il ne s'agit là que d'une minuscule marque provoquée par le pli de son oreiller. Élisabeth n'en croit pas un mot. Pour son impertinence, elle lui inflige des coups d'aiguille sous les ongles. Pour la première fois, la comtesse fait couler le sang. On pourrait justifier sa cruauté par son éducation, mais l'ennui est aussi un élément déclencheur de ces ignominies. Ferenc est souvent absent. Chef des troupes hongroises, il affronte les Turcs dans une guerre qui durera plus de 13 ans. Lorsqu'elle ne pique pas ses domestiques avec ses aiguilles, elle s'intéresse aux soins de la peau, aux fards. Elle s'en badigeonne le corps à longueur de journée. Le comportement d'Élisabeth ne semble nullement inquiéter son mari. Un jour, alors qu'il rentre de l'une de ses batailles, il est interpellé par les gémissements d'une jeune femme dans le jardin du château. Il y découvre alors l'une des jeunes servantes de la comtesse, attachée à un tronc d'arbre, entièrement nue, des abeilles, des chenilles ou encore des fourmis parcourant tout son corps enduit de miel. Il s'attarde quelques minutes devant la scène, mais n'intervient pas. Il a tendance à laisser faire sa femme. Il comprend ses actes, la plupart du temps commis par frustration. Le chef de guerre n'est pas souvent là pour satisfaire ses besoins sexuels. Élisabeth Báthory est mariée avec lui depuis 9 ans et elle n'a toujours pas d'enfant. Finalement, après quelques années, elle donne naissance à 3 filles et à un fils. Ferenc est soulagé d'avoir enfin sa descendance. Il aura fallu 6 essais pour satisfaire le comte. 2 bébés sont morts-nés. Ces multiples accouchements marquent profondément le corps de la comtesse. Son processus de vieillissement s'est considérablement accéléré. Elle, qui a si peur de vieillir, a l'impression de voir son visage s'enlaidir un peu plus chaque jour. Ferenc, qui a pris conscience des angoisses régulières de sa femme vis-à-vis de sa beauté, emmène régulièrement Élisabeth à Vienne, à la cour de Rodolphe de Habsbourg. Elle y rencontre des herboristes, des alchimistes, des magiciens qui lui concoctent des baumes et des potions contre le flétrissement et les rides. De retour dans son château, elle applique les soins en respectant scrupuleusement les conseils de ses miraculeux guérisseurs. Mais elle manque de patience et juge que les traitements ne sont pas assez efficaces. Il y a dans son château une sorcière du nom de Darvulia.
Elle tient également le rôle de confidente. Elisabeth Bathory est fascinée par les sciences occultes, d'autant plus que cette alternative à la médecine lui permettrait de rajeunir. D'après les conseils de Darvoulia, elle devrait prendre des bains de sang de vierge. Cependant, elle a beau être cruelle, cette perspective la dégoûte profondément. Pourtant, un événement va la marquer à nouveau et réveiller ce besoin urgent de remédier au processus de vieillissement. Lors d'une sortie en compagnie de son cousin Ladislav dans la localité de son château, elle croise une vieille dame très marquée par des rides. La comtesse, qui déborde d'une imagination malsaine, demande à son cousin ce qui se passerait si elle le forçait à faire l'amour avec cette vieille femme. Ladislav, beaucoup moins pervers que sa cousine, confie sa réticence et son dégoût à cette idée. Le malaise est à son comble. La vieille dame, connaissant les faiblesses d'Elisabeth, sait parfaitement la remettre à sa place. Elle la regarde droit dans les yeux, et comme si elle allait lui jeter un sort, elle lui rappelle douloureusement son âge. « Un jour, vous serez comme moi », lui lance-t-elle avec aigreur. Elisabeth Bathory, la comtesse sanglante. Un beau jour, Elisabeth finit par découvrir les douces vertus du sang. Tout commence par un rituel, celui de la cloche. Les servantes sont bien au courant de la procédure. Lorsque le tintement de la cloche résonne, dans le château de Seite, une domestique doit se précipiter au chevet de la maîtresse pour répondre à ses besoins. Nous sommes en automne, et en Slovaquie, il fait particulièrement froid en cette période. Elisabeth réclame qu'on lui apporte une tasse de thé alors qu'elle est encore au lit. On envoie alors une jeune servante. Malheureusement, elle n'a pas choisi la domestique la plus adroite. Cette dernière se prend le pied dans le tapis et renverse tout le contenu de la tasse par terre. La comtesse est furieuse. Elle bondit de son lit et la frappe en plein visage. Son poing est recouvert du sang de la malheureuse. Lorsqu'elle se nettoie la main, elle remarque que les rides de ses phalanges ont étonnamment disparu. La sorcière d'Arvoulia aurait-elle dit vrai? L'idée des bains de sang ressurgit dans son esprit. Quelques instants après l'événement, elle fait venir la jeune serveuse dont le nez a été cassé et lui demande si elle est vierge. La réponse satisfait la comtesse. Le sang d'une jeune vierge semblerait donc assurer la jeunesse éternelle. Le 4 janvier 1604, Ferenc Nadasdy meurt dans d'étranges circonstances. Une rumeur dit que le comte aurait été assassiné par une prostituée qu'il aurait essayé de violer durant l'une de ses campagnes militaires. La comtesse n'a que faire de la vérité. Tout ce qui compte pour elle, c'est la possibilité de mettre en pratique son plan monstrueux. Elle échappe à tout contrôle, mais elle ne peut pas agir seule. Parmi ses fidèles, elle peut compter sur sa nourrice Yoilona, mais aussi sur l'une de ses servantes, Dorco, qui s'occupe de recruter de jeunes domestiques en veillant bien à ce qu'elles soient encore vierges. Au fil des semaines, le château se remplit peu à peu de très jeunes adolescentes. Certaines ne sont pas plus âgées qu'Élisabeth lors de son mariage. Dans les villages voisins, les parents des jeunes disparus reçoivent d'étranges visiteurs. Parmi eux, il y a Fichko, un nain, l'homme de main de la comtesse, particulièrement doué dans le marchandage d'êtres humains. Accompagné de Katalin Benieski, une lavandière chargée de rassurer les mères les plus craintives, il échange les filles issues des familles les plus pauvres de la région contre quelques pièces. Les paysans sont les premiers touchés par ce nouveau mal. Les filles entrent dans Seite pour ne plus jamais en ressortir. La population se pose des questions. Dans les tavernes ou dans les champs, des histoires se répandent. Ce sont des récits d'horreur racontés par des témoins travaillant à proximité du château. Certains affirment que si l'on tend l'oreille en direction des sous-sols de la forteresse, on peut entendre des hurlements à vous glacer le sang. Personne ne sait vraiment ce qui se passe à l'intérieur. En revanche, la postérité sera en mesure d'imaginer les atrocités commises par la comtesse. Elle avait pour habitude de tenir un carnet où elle inscrivait le nom de ses victimes, ainsi que les supplices qu'elle leur infligeait. Cela commence toujours de la même manière. Elle fait entrer les jeunes filles dans une pièce secrète du château et les fait se déshabiller. Elle les frappe de ses propres mains ou utilise des objets de torture provoquant brûlures,
mutilation des membres inférieurs ou supérieurs, extraction des parties génitales. Dans la plupart des cas, les victimes finissent par mourir de leurs blessures. Mais lorsque ce n'est pas le cas, la comtesse invente des modes de mise à mort, tous plus cruels les uns que les autres. Outre l'empalement ou la décapitation, elle apprécie particulièrement de tuer ses victimes par noyade dans l'eau glacée ou de les laisser mourir de faim. Elle décrit également la manière dont elle récolte le sang. Un récit qui permettra bien plus tard aux auteurs de fiction d'élaborer le mythe du vampire. Pour récupérer l'élixir qui lui donnera la jeunesse éternelle, il lui arrive de piquer à la pointe d'une aiguille ou d'un couteau à différents endroits du corps pour y faire couler un flot de sang qu'elle lèche par la suite. Elle prend aussi plaisir à mordre ses victimes, jusqu'à en extraire le précieux liquide et le boire. Mais ce sont bien les bains de sang qui la rendront célèbre. Elle égorge certaines filles pour récupérer leur sang dans de grandes vasques qui servent de réservoir pour ses bains. On raconte que pour s'essuyer le corps encore dégoulinant du sang des vierges, elle exigeait que ses servantes lui lèchent le corps jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une goutte. Une vision d'horreur qui inspirera probablement les amants de vampires du comte Dracula. Malheureusement pour les Slovaques et les Hongrois de cette époque, nous ne sommes pas dans une fiction. Les multiples disparitions inquiètent de plus en plus la population, bien plus que les autorités locales. Les jeunes filles de cette époque n'intéressent pas beaucoup le pouvoir en place. Les disparus ne sont que de potentielles mères destinées à renouveler la force de travail, en mettant au monde de nouveaux hommes appelés à travailler dans les champs ou à partir à la guerre. Les familles des victimes ont cependant le soutien de quelques personnalités du royaume. Tout le monde n'a pas la cruauté du clan Báthory. Le prêtre luthérien, István Magyari, entend les plaintes des fidèles de sa paroisse. Il décide de les porter jusqu'à la cour de Vienne. Une enquête est menée à la demande du roi Mathias II de Hongrie. Pendant qu'Élisabeth Báthory est occupée à vider ses servantes de leur sang, un émissaire secret est dépêché sur place pour recueillir les témoignages de la population locale. Celui-ci obtient de troublantes informations de la part du pasteur András Bertoni. L'homme d'église se souvient qu'une nuit, la comtesse Élisabeth a exigé sa présence d'urgence au château pour organiser l'enterrement en urgence de 9 de ses domestiques. À son arrivée, les corps avaient déjà été soigneusement déposés dans des tombes fermées, empêchant le pasteur de réaliser correctement sa bénédiction. La comtesse ne voulait pas lui divulguer d'informations sur les circonstances de ses morts. Ce témoignage concorde étrangement avec ceux de certains badauds qui affirment que des tombes sont creusées chaque nuit autour du château. En lisant le rapport, le roi de Hongrie ordonne l'arrestation de la comtesse Élisabeth Báthory. Il charge le comte Thurzó, un cousin de la comtesse, d'exécuter la lourde tâche. Accompagné d'une petite troupe de soldats, il fait irruption dans la forteresse le 29 décembre 1610. Ce qu'il y découvre dépasse de loin l'entendement. Il y trouve des femmes agonisantes, entièrement nues. Certaines se tiennent la gorge pour éviter de se vider de leur sang. D'autres sont mortes. Une odeur nauséabonde rend malade tous les soldats. Au milieu de ce massacre se tient la comtesse sanglante. Elle est penchée sur une de ses victimes, les dents plantées dans le cou de cette dernière. Lorsque Thurzó reprend ses esprits, il ordonne l'arrestation de la femme vampire. Elle n'oppose aucune résistance et se laisse enfermer au cachot, dans un silence glaçant. Le procès de la comtesse et de ses complices se tient le 7 janvier 1611. Il est présidé par pas moins de 20 juges sous l'autorité du juge suprême de la cour royale. Toute la population est invitée à y assister. Les criminels sont exposés sur une grande estrade. Ils récoltent les crachats, les pierres et les insultes de la foule en colère. Après ce déferlement de haine, le juge invite les habitants à venir témoigner de ce qu'ils ont pu voir et entendre. Beaucoup d'entre eux sont des parents, venus demander le corps de leur enfant. La comtesse ne répond à aucune de ces accusations. Pourtant, au fur et à mesure des témoignages, la liste des disparus s'allonge. On en dénombrera plus de 300. Toutefois, ce chiffre, aussi édifiant soit-il,
est loin d'illustrer tous les crimes commis entre 1585 et 1610. Autour du château, on découvre un peu plus de 50 cadavres. D'autres squelettes sont aussi découverts au cœur des murs. La comtesse avait en effet pour habitude d'emmurer vivantes certaines victimes. En témoigne son fameux carnet, retrouvé par l'un des membres de sa cour. Celui-ci décompte également le nombre réel de victimes, plus de 650. Élisabeth Báthory ne se contentait pas de tuer et de torturer dans son château. Elle le faisait aussi durant ses voyages. Un témoin rapporte même qu'elle avait l'habitude de prendre 2 ou 3 jeunes filles dans son carrosse pour passer le temps durant ses trajets. Ce qu'elle faisait ensuite des corps, personne ne le sait. À proximité de ces lieux de villégiature se trouvaient souvent des cours d'eau et des falaises à proximité. Il n'est pas impossible que les restes des corps aient été dispersés de l'Autriche à la Roumanie, en passant par la Pologne et la Slovaquie. À l'heure actuelle, certains détails du procès, que l'on retrouve dans des écrits datant du XVIIe siècle, mettent en évidence des méthodes douteuses pour soutirer des informations. L'emploi de la torture laisse croire que des éléments de cette affaire sont exagérés. Il n'en reste pas moins que la légende fantasmagorique du clan Báthory s'appuie sur de véritables cas de disparitions multiples. Si la fin d'Élisabeth Báthory fait fantasmer de nombreux amateurs de fantaisie et d'épouvante, il est tout de même peu probable qu'elle soit encore en vie à l'heure actuelle. Le procès de la comtesse, comme il est rapporté, s'est soldé par l'exécution d'Ilona, d'Orko et Fisco, le noyau dur de son équipe. Tous ont péri dans les flammes après avoir eu les doigts coupés. Fisco a eu l'honneur de se faire décapiter avant, diminuant ainsi sa souffrance. Sa condition d'homme l'aura plus ou moins avantagé. Quant à la sorcière, elle se serait subitement envolée. Le cousin d'Élisabeth, jugeant que l'exécution ne serait pas juste au regard de son rang social, demande que celle-ci soit emmurée dans ses appartements. On ne lui laisse qu'une couverture, un lit d'une grande simplicité et un miroir, dans lequel elle pourra assister à son inévitable vieillissement. Une petite ouverture permet de lui apporter à boire et à manger. Celle qui possédait un riche royaume ne survivra que 3 ans dans ces conditions spartiates. Le 16 août 1614, elle meurt à l'âge de 54 ans. Pour l'époque, c'est un âge très avancé. Le sang de vierge aurait-il finalement eu les vertus escomptées? Aujourd'hui, personne n'oserait tester cette théorie morbide. Néanmoins, un ultime témoignage ajoute au trouble de cette affaire. On dit en effet que sur son lit de mort, Élisabeth Báthory arborait un visage de jeune fille.